December heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically on this Friday the 13th. All right. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du crime à mes oreilles. Et aujourd'hui, c'est les balades meurtrières avec mon co-animateur, Monsieur Philippe. Yes. Comment ça va, Philippe? Ça va bien. Content de revenir pour les balades meurtrières, ça fait longtemps. Ben oui, ça fait longtemps. T'es parti en vacances. Ouais, j'étais au Cap-Vert, c'était fabuleux. Ouais, je suis content pour toi. Philippe, quoi tu nous parles cette semaine sur les balades meurtrières? Alors, les balades meurtrières, ce sont des histoires vraies racontées dans des chansons. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Songs for Drella. Yes. Alors, Songs for Drella, c'est un album collaboratif qui est sorti en 1990. Et c'est un album de Lou Reed et de John Cale. C'est un album duo. Et on va dire, c'est un concept album parce que c'est un hommage à leur ami et à leur mentor commun. Et c'est leur ami et leur mentor commun, c'est le pop artiste Andy Warhol. Donc, j'imagine que les auditeurs le connaissent. Yes. Le vrai nom d'Andy Warhol, c'est pas Andy Warhol, il s'appelait Andrew Warhola. Et son surnom, c'était Drella. Et ça, c'est peut-être moins connu. C'est ce qui a donné donc, le titre à l'album, Songs for Drella. Et Drella, en fait, c'est une contraction de Dracula et de Cinderella. Okay. Donc Dracula et Cendrillon. Et en fait, c'est un surnom qui a été donné à Warhol à cause de la dualité du personnage, parce que c'est à la fois un homme un peu providentiel, un révélateur de talent, mais c'est aussi quelqu'un qui était un peu destructeur. OK. Est-ce que, parenthèse comme ça, avant qu'on aille plus loin dans l'histoire, l'album a-t-il été un plus grand succès que celui de Lou Reed et Metallica? Alors, j'ai pas regardé cette fois-ci les chiffres de l'album. En tout cas, moi, je me souviens de la sortie de l'album. C'était pas majeur parce que c'est un album un peu conceptuel, mais c'est pas non plus un échec commercial. Donc, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Lou Reed et Metallica, c'était quelque chose. Écoute, en plus, je connais pas Lou Reed et Metallica. Ça m'intéresse. Je vais quand même. C'est un crime. Je pense qu'on pourrait pas. Ah oui, c'est un crime à tes oreilles. Ah ouais, je pense ça a fait mal. On a fait la critique de cet album-là déjà. Ah bah écoute, je vais réécouter cet épisode alors. Je te laisse continuer. Écoute, on va d'abord parler d'Andy Warhol. Donc c'est un artiste évidemment majeur du pop art. Et c'est une figure vraiment emblématique à New York dans les années 60. Et il a été le manager d'un groupe que peut-être beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Velvet Underground. Et donc, c'est un groupe de rock underground, comme le nom l'indique, très influent. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup vendu, mais c'est un groupe très influent. Et dans le groupe, on avait déjà Lou Reed et John Cale. Donc, c'est un groupe qui a été formé en 1964 par Lou Reed, qui est le chanteur, guitariste et l'auteur-compositeur. Et John Cale, qui est un musicien un peu intello, assez polyvalent, qui joue du violon, de la basse, du clavier, mais aussi beaucoup d'autres instruments. Et puis, il y a deux personnes qui ont rejoint le groupe. Il y a Sterling Morrison et Maureen Tucker. Maureen Tucker, c'est la batteuse. Et d'ailleurs, il y a un live où, en fait, on lui a volé sa batterie. Et donc, tout le live est joué sur une poubelle. Et en fait, ça donne pas si mal que ça. Quand même cool, ça. Ouais, parce que c'est un groupe un peu expérimental. Ils ont un qui est très distinctif, très innovant. Ça mélange du rock avec des éléments expérimentaux, des drones, des paroles provocantes qui vont évoquer des éléments très liés à la drogue, au sexe, des thèmes très sombres, qui vont parler aussi de décadence, de marginalité. Il y a quelques gros succès chez eux qui sont vraiment, vraiment intéressants. Et Warhol joue un grand rôle dans la carrière des Velvet. Il a produit le premier album qui s'appelle Velvet Underground, qui est un classique du rock. Et il y a une pochette qui est très connue, qui a été dessinée par Andy Warhol. En fait, c'est un fond blanc avec une banane.
un banane dessiné par Andy Warhol. Et comme Warhol avait cette image de créateur très, très pointu, il a contribué à cette image aussi très pointue du groupe. Il les a inclus dans le cercle, dans la factory, et il les a fait jouer dans un truc qui s'appelait l'Exploding Plastic Inevitable, qui est un spectacle multimédia avec de la musique, des projections de films, de l'art visuel. OK. Et parfois, quand on voit ces vieilles images de Velvet, de ces concerts, on voit des projections sur eux et ça donne une atmosphère très, très particulière, très, très fin des années 60. Bon, c'est des visuels qui, moi, me plaisent beaucoup, en tout cas. Ah, mais ça, ils ont cette réputation-là de faire des choses très, très éclatées, puis Ouais. des spectacles qui sont mémorables, mettons. Oui, exactement. Et puis franchement, j'aurais aimé en voir un de ces shows à cette époque-là, quoi. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je pense qu'on aurait tout aimé ça. Oui, oui, oui. Ils ont sorti 4 albums, les Velvet Underground, donc entre 1967 et 1970. Le premier, donc j'en ai parlé. Ensuite, il y a eu White Light, White Heat, qui est très, très intéressant aussi. Enfin, ils sont tous intéressants. Ensuite, il y a eu un album qui s'appelle The Velvet Underground encore. Et puis, il y a eu Loaded en 1970. Et franchement, tous les albums ont quand même des titres très intéressants, un son très intéressant. Et ils sont tous considérés comme des œuvres influentes. Mais à l'époque, ça n'a pas été un grand succès commercial. Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. On les a découverts. Bon, d'abord, c'était très cantonné à New York, et puis ils sont devenus de plus en plus connus. Et puis, après, il y a beaucoup de musiciens qui ont cité le Velvet Underground comme une source d'inspiration. Et finalement, le rock indépendant et le rock underground qui s'est développé plus tard a quand même beaucoup il faut dire merci aux Velvet pour ce qu'ils ont apporté, quoi. Et puis après, le groupe a pas duré longtemps, hein. Donc en 70, c'était fini. Et Lou Reed et John Cale ont fait tous les deux une carrière solo. Et Lou Reed a fait une carrière solo particulièrement en vue, quoi. Il a fait des très, très gros succès aussi en tant qu'artiste solo. Mm-hmm. Et puis, ils se sont retrouvés, ces deux-là, après 1987, hein, parce que donc, Warhol meurt en 1987. Et à partir de là, il commence à créer cet album, qui est un album qui ne va parler que de Andy Warhol, avec les différents aspects de sa vie, de son travail, de ses relations personnelles, et aussi même de son enfance, de sa carrière. Donc, c'est 15 chansons qui ne vont parler que d'Andy Warhol. Un grand hommage. Ouais. Oui, vraiment. Et la musique, elle combine aussi le son de Lou Reed et le son de John Cale. Donc, il y a la voix de Lou Reed qui est quand même très particulière. Il y a le talent très multi-instrumentiste de John Cale. Donc, on a un album qui est mélancolique, qui est assez introspectif. Parfois, c'est même minimaliste. Et ça reflète, dans les paroles aussi, la relation complexe entre les artistes et Andy Warhol. Il l'admire, mais on entend que ça n'a pas toujours été facile. Et on en vient enfin à la balade meurtrière. Donc, la balade meurtrière du jour, c'est I Believe. C'est le 11e titre de l'album. Et la chanson parle de Valérie Solanas. Alors, moi, c'est la première fois, quand j'ai écouté cet album, c'est la première fois que j'ai entendu parler de Valérie Solanas. Est-ce que toi, tu sais qui est Valérie Solanas? J'ai aucune idée qui Non? est Valérie. Écoute, c'est quelqu'un dont on reparle aujourd'hui. Je vais y venir. OK. Donc, d'abord, le couplet. Le premier couplet, donc la chanson I Believe commence par Valérie Solanas took the elevator, got off at the 4th floor, she pointed the gun at Andy saying you cannot control me anymore. Donc ça veut dire Valérie Solanas a pris l'ascenseur, est descendue au 4e étage, elle a pointé son arme sur Andy en disant tu ne peux plus me contrôler. Donc Andy, c'est Andy Warhol et on va parler de Valérie Solanas. Alors pour parler de Valérie Solanas, on va se placer en 1967 où il y a un livre, on peut même dire un brûlot, très féministe, auto-édité, qui s'appelle le Scum Manifesto. OK. Scum, en anglais, ça veut dire saleté, pourriture. Et on a dit à l'époque, on a dit un peu plus tard que Scum était en fait un acronyme qui voulait dire Society for Cutting Up Men, donc la société pour tailler les hommes en pièces. Mais en fait, c'est pas vrai. Mais ça fit drôlement. Non, non. Exactement, ça sonne bien. Et en fait, j'expliquerai peut-être tout à l'heure pourquoi on a parlé de cet acronyme un peu plus tard.
Ok. Mais je vais d'abord commencer par le début du Scum Manifesto. Alors, le Scum Manifesto, c'est violent, mais c'est vraiment bien écrit. C'est une belle œuvre littéraire extrêmement agressive et violente contre les hommes, mais c'est une belle œuvre littéraire. Genre, je te fais le début du texte et tu vas vraiment comprendre. Vivre dans cette société, c'est au mieux y mourir d'ennui. Rien dans cette société ne concerne les femmes. Alors, à toutes celles qui ont un brin de civisme, le sens des responsabilités et celui de la rigolade, il ne reste qu'à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automation à tous les niveaux et supprimer le sexe masculin. Alors là, je passe un petit peu et je te fais un deuxième paragraphe. Là, ça te donne vraiment le ton. L'homme est une femme manquée, une fausse couche ambulante, un avorton congénital. Être homme, c'est avoir quelque chose en moins. C'est avoir une sensibilité limitée. La virilité est une déficience organique. Et les hommes sont des êtres affectivement infirmes. L'homme est complètement égocentrique, prisonnier de lui-même, incapable de partager ou de s'identifier à d'autres, inapte à l'amour, à l'amitié, à l'affection, à la tendresse. Voilà, tu vois le genre. On se sent aimé quand on lit ça, j'imagine. Exactement, c'est radical, c'est pamphlétaire, c'est excessif, mais c'est bien écrit. Ouais. Et il y a quelque chose de très provocateur, tu vois, volontairement provocateur, c'est parfois très drôle. Et c'est un livre c'est un peu comme le Velvet, ça n'a pas eu beaucoup d'influence quand c'est sorti, mais ça a pris quand même petit à petit de l'influence dans le mouvement féministe. Alors, toutes les féministes ne se réclament pas de Valérie Solanas, mais c'est pas non plus c'est pas une œuvre oubliée. Non, C'est une non. œuvre dont on reparle encore quand même souvent aujourd'hui. Et puis, voilà, on en parle aussi pour sa valeur littéraire. Mais Solanas, c'est surtout la femme qui a voulu tuer Andy Warhol en 1968. Donc, ça, c'est le côté meurtrier de la balade meurtrière. Elle voulait mettre ça en application. Exactement. Alors, je vais expliquer pourquoi elle a voulu le tuer. Donc, c'est pas... Voilà, ça c'était pas pour ça venait pas de rien, sûrement. Là. Voilà, exactement. Et c'est pas uniquement parce qu'elle était féministe et qu'elle avait quelque chose contre les hommes, et c'était pour d'autres raisons. Mais je vais d'abord faire la biographie de Valérie. Donc Valérie, elle naît le 9 avril 1936 dans le New Jersey. Elle a des parents qui sont encore très très jeunes à sa naissance. Donc son père, c'est Louis. Il a 21 ans et sa mère, c'est Dorothy, qui n'a que 18 ans. 2 ans plus tard, en 1938, il y a une deuxième petite fille qui naît, qui s'appelle Judith, donc qui naît chez les Solanas. Mais le couple ne s'entend plus après la naissance du deuxième enfant. Ils se séparent quand Valérie a 4 ans, donc en 1940. Louis, c'est un homme très sombre, il est alcoolique et il a une addiction à la pornographie. Et tout indique que Valérie a été abusée par son père. On ne sait pas très bien quand, dans quelles circonstances, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est relativement clair dans sa biographie. Ce qui aurait pu aider à la haine qu'elle a. Ah oui, oui. Alors, oui, et en même temps, enfin, tu vas voir, il y a quand même une forme d'attachement à cette figure-là. Mais voilà, elle finit par retourner vivre chez sa mère et elle déteste vraiment très profondément le nouveau compagnon de sa mère, et c'est réciproque. Mm. Elle va passer du coup 2 ans chez ses grands-parents, donc elle va quitter le foyer de sa mère pour aller chez ses grands-parents. Et là, elle vit chez son grand-père, qui est lui, à son tour, un homme violent et abusif. Donc vraiment, elle accumule dans son enfance des expériences extrêmement traumatisantes avec des hommes. Et assez logiquement, ça devient une adolescente très, très rebelle. Elle a beaucoup de problèmes disciplinaires à l'école. Et à 14 ans, elle tombe pour la première fois amoureuse d'une fille. Elle va découvrir son homosexualité ou sa bisexualité. Voilà, c'est pas tout à fait clair, parce qu'à 15 ans, elle va donner naissance à une fille. Okay. Alors, on ne saura jamais qui est le père de cette fille. C'est probablement un abuseur, mais c'est pas sûr. Voilà, on pense que c'est peut-être le grand-père, peut-être le père, peut-être un autre abuseur, en tout cas, ou peut-être même le beau-père. En tout cas, la maman Dorothy va adopter la fille de sa fille, la fille de Valérie, okay. et va l'élever comme si c'était la sœur de Valérie et de Judith. Donc, officiellement, à l'état civil, Dorothy, la maman,
et aussi la maman de la fille de Valérie Solanas, qui s'appelle Linda. Puis j'imagine que ça y a été caché pas mal tout le temps à la petite que... Oui, je sais pas comment Linda a été élevée, mais en tout cas, pour le monde extérieur, ça n'était pas la fille de Valérie. Mhm. Alors, Louis Solanas, le père, décède en 1951, et Valérie plonge dans la dépression à ce moment-là, même si elle a un père abusif. En 1952, l'année suivante, elle n'a que 16 ans, et elle va donner déjà naissance à un deuxième enfant, qui est un petit garçon. Alors là, on sait qui est le père, c'est un amant de passage, mais qui va l'abandonner tout de suite. Et elle ne va pas vouloir élever ce petit garçon, elle va le faire adopter par une famille d'accueil. Donc tu vois, on est quand même dans un destin qui est déjà très, très tragique. Mhm. Et ça peut expliquer pas mal de choses, en tout cas pas mal de colère. Alors malgré tout, elle va s'accrocher à ses études, elle va entamer des études de psychologie, elle va les financer elle-même. Il y a des biographes qui disent qu'elle va se prostituer pour financer ses études, mais il y en a d'autres qui disent que non, c'est la famille d'accueil à qui elle a confié son fils qui a payé ses études et qui l'a aidé financièrement. OK. Quoi qu'il en soit, en 58, elle laisse tomber, elle a plus d'argent, elle vit une vie vraiment de bohème, très, très moderne pour l'époque, un peu beatnik, et elle découvre au début des années 60 Greenwich Village à New York. Et si vous regardez les photos de Solanas, vous allez voir qu'elle est aussi très moderne dans son apparence parce qu'elle s'habille de façon très, très masculine. Il n'y a vraiment pas une once de féminité dans son look, ce qui fait dire à certains que c'est peut-être la première queer. C'était Elle aussi sûrement son moyen d'éviter le regard des hommes sur elle. Puis, Peut-être, hein, oui, c'est vrai, peut-être. En tout cas, c'est une personnalité très unique pour son époque. Elle est toujours fauchée, non, c'est vraiment une hobo, euh, jusqu'au jour, enfin pas jusqu'au jour, mais et un jour, elle rencontre Andy Warhol. Et Andy Warhol, à l'époque, il est déjà très célèbre. Donc cette époque-là, c'est l'époque où Andy Warhol a ouvert ce qu'on appelle la Factory. Alors la Factory, c'est un grand espace à New York où Warhol et son entourage travaillent sur plein de projets artistiques. Donc par exemple, toutes les œuvres qu'on connaît de Warhol, en fait, elles sortent de la Factory. Et c'est des œuvres qu'il ne faisait pas tout seul, tu vois. Donc c'est toutes ces peintures qui étaient reproduites. Les films, je ne sais plus combien de films il a fait, Andy Warhol, mais c'est des centaines de films qu'il a fait. Alors, je ne sais pas si tu en as déjà vu, mais c'est vraiment, horrible à regarder, mais ça, c'est mon opinion. Il y en a un, par exemple, c'est avec John Giorno, et ça s'appelle Sleep. OK. Alors, c'est un film qui est très long, et c'est un homme qui dort. Voilà. Et je pense que le film dure 6 heures, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, ça, c'est le... Ouais, c'est ça. Je me demande si quelqu'un, à un moment, s'est assis dans une salle et a regardé ce film du début à la fin, parce qu'il n'y a rien d'autre que ce gars qui dort. Mysterio qui est dans le chat, il pourrait peut-être Ouais. nous faire sa petite critique pour le Patreon de Sleep. Ah, ce serait formidable. Voilà, c'était un cinéma très fauché, en fait, hein, très, très, très audacieux, mais après, est-ce qu'il est intéressant? Bah, c'était intéressant de casser les codes, mais à un moment, voilà, il n'y avait pas du tout de structure narrative. Hein, c'était des films très, très foutraques, comme on dirait. Alors, c'est aussi un studio photo et c'est aussi là, un endroit de performance artistique, dont notamment les performances du Velvet Underground dont on parlait tout à l'heure. Alors, la Factory, c'était un lieu vraiment fréquenté aussi par de nombreux artistes. Et alors, parmi ces artistes, il y avait Warhol qui choisissait ce qu'il appelait les Warhol Superstars. OK. Donc, lui créait en fait son groupe de stars. Il y avait des gens comme Amanda Lepore ou comme Ultraviolette qui sont pas plus très connus aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient quand même des célébrités. Et on pourrait même dire que c'était peut-être les premiers influenceurs. OK. Voilà, et donc la Factory, elle est quand même pour beaucoup dans la création de la culture underground des années 60. Et voilà, Solanas, même là, elle est différente des autres. Tu vois, c'est un truc où les gens sont des marginaux, mais elle est une marginale parmi les marginaux. Et elle n'arrive jamais à devenir vraiment une proche d'Andy Warhol. Elle continue à écrire des textes. Et elle écrit une pièce qui n'a pas encore à l'époque été mise en scène. Et
en 1965, elle propose cette pièce à Andy Warhol. Alors, le titre de la pièce, c'est Up Your Ass, qui veut dire dans ton cul. Et donc, quand Warhol reçoit la pièce, il la refuse parce qu'il pense que c'est un piège qui est tendu par la police. Donc, parce qu'il a déjà été poursuivi pour des problèmes d'obscénité, ce genre de truc-là. Oh ouais. Fait que, ça peut être trop vulgaire, là. Voilà. Alors, moi, j'ai lu le texte parce que il est quand même sorti. Mais à l'époque, Solanas, bon, elle est déçue évidemment que Warhol ne finance pas sa pièce. Mais en plus, il perd le seul exemplaire existant de la pièce. Et voilà, donc elle ne retrouvera pas cette pièce. Et en 67, il lui donne un petit boulot, un peu pour se faire pardonner, mais c'est rien évidemment par rapport au préjudice qu'elle a subi. Et elle joue un rôle dans un film. Alors la scène, elle est intégralement sur YouTube, mais de nouveau, elle est pas très très intéressante. Le film s'appelle I, a Man. Et donc, c'est une scène qui se passe dans une cage d'escalier où, en gros, c'est un gars qui veut coucher avec elle et elle veut pas. Et ça crée un dialogue qui dure quand même une vingtaine de minutes. OK. Et puis, elle joue dans un autre, mais vraiment un tout petit rôle dans un film qui s'appelle Bike Boy. Et c'est cette année-là, en 1967, qu'elle publie le Scum Manifesto, dont je t'ai lu un petit extrait en début d'épisode. Et alors, elle le publie à compte d'auteur. À l'époque, il n'y a pas encore d'éditeur. Et elle vend son manifeste dans la rue. Et alors, la particularité, c'est que c'est $1 pour les femmes et $2 pour les hommes. Ouais, vous gagnez plus cher, payez plus, c'est... Exactement. Alors, par rapport à son Up Your Ass qui a été égaré, Valérie ne croit pas que Warhol l'a perdu. Elle pense qu'en fait, il lui a volé. Elle demande une compensation financière, il refuse. Et il lui propose, au lieu de la compensation financière, un boulot de typographe à la factory. Mais en fait, c'est un peu humiliant, quoi, de dire, mais voilà, je te rends pas ton œuvre, mais tu peux avoir vraiment un job pas très intéressant chez moi, un job d'ouvrière, alors qu'elle se définit comme une artiste. Et puis, elle va continuer à l'appeler, et puis à un moment, il va filtrer ses appels, il va complètement la ghoster, comme on dit aujourd'hui, voilà. Ouais, c'est complètement couper le lien le plus possible avec, là. Voilà. Et donc, ça va monter. Gentil monsieur. Oui, c'est ça. C'est là où tu vois cette ambivalence d'Andy Warhol qui était pas toujours très, très sympathique. Mais c'est un peu, tu sais, quand tu regardes les grosses têtes des grosses compagnies de même, tu sais, il y a tout le temps des coups, des bons puis des coups douteux, là, tu te rends pas en haut sans avoir pilé sur quelqu'un, là. Ouais, tout à fait. Et en plus, en fait, Warhol, quand il y avait les fêtes chez lui, il n'était pas dans la fête, en fait, il regardait la fête. Et donc, c'était un peu comme s'il avait une sorte de zoo de marginaux, comme ça. Je sais pas comment exprimer ça autrement, mais c'était pas un marginal. C'était comme un spectacle pour lui, là. Ouais, c'est ça. Et donc, il était diverti par ces gens un peu marginaux. Mais il les fréquentait pas vraiment. Enfin, tu vois, il n'avait pas de relation vraiment amicale. Ceci dit, comme on l'a dit, Lou Reed et John Cale se sentent quand même redevables très très fort à Andy Warhol par rapport à leur carrière. Donc, il y a vraiment cette ambiguïté par rapport à l'impact d'Andy Warhol sur la vie des gens. Et on en arrive le 3 juin 1968. Solanas va au studio d'Andy Warhol, donc dans la factory, dans les bureaux d'Andy Warhol. Elle ne le trouve pas, il n'est pas là. Elle demande quand il rentrera. On lui dit qu'il ne rentre pas de la journée, mais c'est un mensonge. Elle revient en fin de journée. Là, il est là, en fait. Et là, c'est ce que chante Lou Reed dans le premier couplet. Donc, elle prend l'ascenseur, elle sort. Elle va dire à Warhol, tu ne peux plus me contrôler, parce qu'en fait, elle est armée de 2 revolvers. Warhol est en réunion avec un galériste qui s'appelle Mario Amaya. Je me demande si ce n'était pas son amant de l'époque. Elle a un Beretta. Et donc, elle croise Warhol et Mario Amaya dans le couloir et elle tire sur les 2 hommes. Elle touche Amaya à la hanche, mais c'est pas très grave, donc lui arrive à s'enfuir. En revanche, elle va cribler de balles Andy Warhol. Donc, les 2 premiers tirs vont rater Warhol. Mais ensuite, il y a 2 balles qui rentrent dans son corps. Le premier, et les balles vont rebondir sur ses côtes, ce qui fait qu'il va être touché au foie, à l'estomac, au poumon, à la rate et à l'œsophage.
Donc c'est vraiment très très grave. Ah, elle l'a pas manqué. Elle l'a pas manqué, non, non. Vole Enfin, pas mon œuvre! voilà, il est pas mort, mais il était Il était pas loin, très pas loin. et Là. voilà, exactement. D'ailleurs, il va être déclaré mort ce jour-là. Et puis il va être sauvé. Il y a vraiment, il y a une sorte de ressuscitation de Warhol. Quand elle quitte le, L'enfant des dieux! oui, c'est ça. Après, il y a des photos aussi, d'ailleurs, beaucoup de photos de Warhol avec ses cicatrices, parce il s'est mis en scène avec les cicatrices, et tu vois que son corps a été quand même extrêmement abîmé par cette attaque. Ben, sûrement, les opérations que ça a dû. Oui, 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 vraiment. C'était pas les technologies d'aujourd'hui où ce qu'ils font deux Non. petits trous puis ils rentrent deux pinces puis ils trouvent Ah même oui, plus. Là. Non, non, les cicatrices, elles sont impressionnantes. C'est des photos assez connues, d'ailleurs, hein, où on voit Warhol qui montre ses cicatrices, et tu vois qu'il a été touché, quoi. Oui, c'était une façon de jouer un peu sur l'histoire puis la rentabiliser aussi. Là. Ouais, ouais. Et puis Tout elle va pour faire la pièce. Non? Pardon? Tout pour faire la pièce. Voilà. Elle va quitter le bureau d'Andy, elle va croiser le biographe d'Andy Warhol qui s'appelle Blake Gopnik. Elle va lui coller son arme sur la tête en lui disant « je vais te flinguer ». Et à ce moment-là, heureusement pour lui, il y a l'ascenseur qui s'ouvre, il y a un employé qui est là qui dit « regarde Valérie, l'ascenseur est ouvert, tiens, est-ce que tu en profiterais pas pour rentrer dedans ?» Et à ce moment-là, elle dit « ah oui, bonne idée » et elle s'en va. Sauvé par l'ascenseur. Ouais, vraiment, sauvé par l'ascenseur. Non, lui, je pense que c'est un survivant, parce que sinon, c'était peut-être un mass shooting, quoi. Mm-hmm. Le soir même, elle est arrêtée par la police, elle se rend, et elle explique aux policiers qu'elle a fait ce qu'elle a fait parce que Andy Warhol avait un contrôle trop fort sur sa vie. C'est aussi ce qui est chanté par Lou Reed dans la chanson. Et alors, il y a une interview qui est assez connue, où elle dit qu'elle est très contente d'avoir abattu Andy Warhol, et elle le qualifie de garbage. Et plusieurs fois en disant good, he's garbage. Voilà. Donc on sent qu'elle a aucun remords d'avoir abattu Andy C'est Warhol. une délivrance pour elle. Et en tout cas, elle a l'impression qu'elle s'est vengée. Alors il y avait peut-être une forme de paranoïa, mais en même temps, c'est vrai que Andy Warhol avait égaré son manuscrit, donc elle avait effectivement accompli sa vengeance, mais elle avait vraiment une haine Puis, très très forte pour Warhol, quoi. ouais, puis ça doit aussi cumuler avec tous les abus. C'est comme une affaire de plus qu'un autre a fait encore de plus. Puis là, En fait, ça l'a éclaté. c'est ça. Là. Exactement. Elle a été abusée toute sa vie. D'une manière ou d'une autre, elle a été abusée toute sa vie. Elle a été abusée sexuellement, mais elle a aussi été abusée par Warhol qui a en fait profité d'elle. Tu vois. Et donc, ça, c'est un peu l'histoire de sa vie qui l'a rendue de plus en plus en colère. Petite parenthèse d'ailleurs, c'est un des personnages je ne sais pas si vous connaissez la série American Horror Story. Il y a une saison où Valérie Solanas est un des personnages. Et dans la série, il y a la scène où elle abat Andy Warhol. Abus supplémentaire, quand elle est arrêtée, elle devient célèbre à ce moment-là. Et donc, il y a un éditeur qui s'appelle Maurice Girodias, qui est un ami de Warhol, qui va publier le Scum Manifesto. Et c'est lui qui va dire que Scum veut dire Society for Cutting Up Men, mais c'est lui qui invente cet acronyme. Un homme en plus. Et un homme en plus, exactement. Tout pour y faire plaisir. Mais c'est ça, c'est ça. Alors, on revient à la chanson. La chanson dit « When they got him up to the hospital, his pulse was gone. They thought that he was dead. » Donc, quand ils l'ont emmené à l'hôpital, son pouls avait disparu. Ils pensaient qu'il était mort. Parce que les blessures sont tellement graves que, en fait, on pense que on va pas pouvoir sauver Andy Warhol. Il va passer 2 mois à l'hôpital, il sera opéré plusieurs fois. Ensuite, il va encore passer des mois chez lui. Je pense que c'est 8 mois avant une apparition publique. Il va devoir porter un corset chirurgical toute sa vie. Et oui, c'est ça. Non, c'est 4 mois après la tentative d'assassinat qu'il va réapparaître pour la première fois en public. OK. Alors arrive le procès de Solanas. Donc il y a une expertise psychiatrique qui va conclure que Solanas souffre d'une maladie mentale qui s'appelle la schizophrénie paranoïde, mais on va quand même la considérer apte au procès et elle va plaider coupable. Ah, pas de gêne. Ouais, mais tu sais qu'elle n'est condamnée. Enfin, après, on en pense ce qu'on veut, mais
j'étais surpris, elle est condamnée à 3 ans de prison. Oh, c'est vrai que c'est Ça pas va. beaucoup. Non. Après, entre guillemets, la Pour chance. tentative de meurtre, là. Ouais, c'est ça. Elle a la chance qu'il soit pas mort, peut-être que la peine aurait été plus forte. Mais même là, tu sais, c'est. Elle a tiré sur 2, fait que tu sais, c'est comme 2 tentatives de meurtre. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'elle est vraiment chanceuse de s'en sortir avec juste 3 ans, je pense. Peut-être qu'il y a aussi une vraie circonstance atténuante de la maladie mentale, donc peut-être que ça a pu. Et puis, dans le droit anglo-saxon, quand tu plaides coupable, il y a une. Il y a souvent il y a une- des réductions de peine. Voilà. Alors, rien à voir avec l'histoire, mais en 72, Lou Reed sort son album, l'album majeur, avec 2 chansons qui sont très connues. Il y a Walk on the White Side, qui est la plus connue, enfin en tout cas c'est la plus diffusée, la plus jouée si tu vas sur Spotify. C'est la chanson la plus Écoutez. écoutée, et Perfect Day. Alors, j'ai promis à Mysterio Mystère que je chanterai. Ah là là, c'est là, c'est là. Et là, donc la chanson c'est Oh, such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Pum, 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 pum. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. Voilà. Yeah! Et il y a quelque chose de romantique dans cette chanson. Et voilà, moi, quand j'ai commencé à fréquenter ma blonde, par exemple, c'est le genre de chanson que je lui envoyais parce que Tu on lui avait passé une chantais journée pas. ensemble. Je lui chantais pas, non. Elle va peut-être être surprise de m'entendre chanter. Mais c'est le genre de chanson qu'on associe à quelque chose de très romantique. Et puis, en fait, j'ai réalisé, si tu analyses cette chanson, que c'est pas du tout une chanson sur un date qui se passe bien, mais que c'est une chanson sur l'addiction à l'héroïne. Et C'est le genre de date d'amour, là. Mais c'est ça, exactement. Mais c'est vraiment ça. Et donc, I Spend It With You, You, c'est l'héroïne. Et d'ailleurs, dans un autre album de Lou Reed qui s'appelle Rock'n'Roll Animal, qui est un live qui est extraordinaire, il y a une chanson qui s'appelle Héroïne, et la version live est... voilà, elle m'a beaucoup marqué quand je l'ai découverte. Voilà, donc j'ai chanté. Ouais, c'est fait. J'ai pas bien chanté, mais j'ai chanté. Ensuite, Solanas Je va crois quitter... qu'on a un extrait. Ensuite, alors, j'aurais pas dit. Alors, voilà, en tout cas, je l'ai fait. Pour moi, c'est vraiment un gros effort. Alors, Solanas quitte New York pour San Francisco au milieu des années 80, parce qu'elle va être forcément libérée assez vite. En 1987, Warhol a un problème d'infection de la vésicule biliaire, et ça lui impose de faire une chirurgie. Mais il est tellement traumatisé par son séjour à l'hôpital consécutif à l'attaque de Valérie Solanas qu'il va retarder le plus possible la chirurgie. Ça va aggraver l'infection de plus en plus. Et au moment où il retourne à l'hôpital, en fait, c'est trop tard et il meurt pendant l'opération. Donc, on peut dire que Solanas, elle a réussi à tuer Andy Warhol parce que finalement, c'est son attaque qui a fait qu'il est mort en 87. Peut-être qu'il serait mort plus tard s'il n'y avait pas eu l'attaque de Valérie Solanas. C'est dans toute l'infection, puis faut pas te niaiser avec ça. Et Valérie meurt très peu de temps après, en 1988. Elle meurt d'une pneumonie. Elle est complètement seule. Au moment où elle meurt, elle est découverte 5 jours après son décès dans un hôtel, mais un hôtel très très bas de gamme de San Francisco. Et dans sa chambre, il y a une machine à écrire et des centaines de pages. Et pourtant, elle n'a rien publié depuis la tentative d'assassinat. Malheureusement, la maman de Solanas va récupérer tous les écrits et elle va tout brûler. Oh, donc, il n'y a absolument rien qui est retrouvé. Il n'y a aucun écrit de Valérie Solanas à part le Scum Manifesto. Mais le manuscrit de Up Your Ass est retrouvé en 1999 dans un coffre d'éclairage au musée d'Andy Warhol, complètement par hasard. Et donc, la pièce Up Your Ass va être produite en 2000. Donc, voilà, c'est aussi avec beaucoup de décalage, mais la pièce va être produite et jouée. Alors, la pièce, elle est tout à fait trouvable. Moi, je n'ai pas trouvé ce texte tellement choquant. C'est un texte brutal, mais on n'est certainement pas dans la pornographie. Enfin, je trouve que c'est une pièce qui est quand même, elle est un peu dingue, mais elle est quand même intéressante. C'est dommage qu'elle n'aura jamais vu, ouais, c'est dommage. ça venir à terme, dans le fond. Là.
Exactement, et qu'elle n'ait pas vu son influence, même si elle prévoyait, elle l'avait dit dans des interviews, elle prévoyait qu'elle allait devenir influente. Elle avait une sorte de prémonition de l'influence qu'elle aurait, ou bien une sorte de folie des grandeurs, je ne sais pas, mais en tout cas, elle s'attendait à ça, quoi. Et elle a eu Elle, raison. oui, elle a eu raison, exactement. Elle va changer de nom. Elle va devenir Ons-Lo. On ne sait pas très bien quand, mais en tout cas, au moment où elle décède, elle ne s'appelle plus Valérie Solanas, mais elle s'appelle Ons, donc O-N-Z, Lo, L-O-H. OK. Et Lou Reed. Alors, ça, c'est un peu paradoxal, mais on ne sait pas très bien quand la chanson a été écrite, parce qu'elle meurt en 1988, Songs for Drella sort en 1990, et dans les paroles de I Believe, il souhaite la voir morte. Mais au moment où l'album sort, elle est morte, en fait. Peut-être qu'il ne le sait pas. Donc, il chante I believe there's got to be some retribution. I believe an eye for an eye is elemental. I believe there's something wrong if she's alive right now. Donc, je crois qu'il doit y avoir des représailles. Je crois que l'œil pour œil s'impose. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas si elle est en vie en ce moment. Et donc, elle n'est pas en vie au moment où sort l'album, en tout cas. Ouais, sûrement Et aussi que d'un coup que le texte était fait puis enregistré, parce que c'est long, là, oui, sortir un album. Fait que absolument. Ouais, ils ont commencé en 87 et donc probablement que c'est peut-être une des premières chansons qui a été écrite. ouais, Et ou tu sais, sinon ça peut être dur aussi de tout rechanger le texte c'est vrai. par après aussi. Là. C'est vrai. Et puis il y a un if, donc peut-être qu'il ne le sait pas. Hein. C'est pas que quand elle est morte, tous les journaux en ont parlé. C'était vraiment une figure oubliée. Tu vois, Valérie Solanas, à l'époque, elle n'était pas connue pour la littérature. C'était juste, elle était connue juste pour avoir tiré sur Andy Warhol. Et Puis en finalement, plus, elle avait changé de nom. elle avait changé de nom, voilà. Et elle fréquentait plus personne. Donc ça m'étonne pas que son décès soit passé inaperçu. Mais voilà, cette histoire a quand même suscité l'intérêt de plus en plus. Et puis, tu vois, moi, quand j'ai entendu parler de Valérie Solanas au début, je pensais que c'est juste une folle. Et puis non, tu vois, c'est quand même, c'est déjà un grand écrivain ou une grande écrivaine. C'est une histoire complexe, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de révolte. Et puis, il y a une radicalité qu'on peut comprendre hein, quand on voit son histoire. Mm-hmm. Et puis, ben, voilà, moi, ça me fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui est considéré comme un outsider, qui laisse une empreinte sur l'histoire. Et ici, c'est l'histoire du féminisme, mais aussi l'histoire de l'art contemporain. Donc voilà, c'était l'histoire de I Believe et de Valérie Solanas. Hey, grosse histoire, encore une fois. Merci beaucoup. Pas mal, hein? Ouais, j'aime Ouais. bien cette histoire, ouais. Ouais, c'est super intéressant de voir de où que ça part, puis tu sais, tous les traumatismes qui ont pu l'amener jusqu'à avoir cette haine et paranoïa. Tu sais, oui et non, le paranoïa, parce que tout d'un coup, l'œuvre est retrouvée dans son Ouais, musée, ouais. et il l'avait perdue, mais elle est bien éclairée dans le musée. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est ça. Il y a un film biographique sur Valérie Solanas. J'ai oublié le nom de l'actrice, j'ai un trou de mémoire, mais le film s'appelle I Shot Andy Warhol, donc, qui est un film qui est sorti dans les années 80 ou 90, qui n'est pas un film extraordinaire, mais l'actrice qui joue, c'est dommage que je me souvienne plus de son nom, mais l'actrice qui joue Solanas est absolument formidable. Donc c'est une chouette façon de découvrir Solanas avec justement un peu de nuance. Mm-hmm. Et puis l'album Songs for Drella, c'est un album qui est aussi intéressant, même si je ne suis pas d'accord avec le côté vindicatif de Lou Reed qui veut Qui veut la mort de... voilà, qui veut la mort de Solanas. Voilà. C'est une drôle de façon de créer une petite menace de mort. Hein? Ouais, ça fait penser aussi que Lou Reed, on l'a déjà dit, hein, mais Lou Reed, c'est pas un gars sympathique. Non. C'est un génie, mais il est pas très sympathique. Il n'y a pas de l'air, en tout cas. Non, je pense que... Mysterio, pas Mysterio, mais Silvio, il nous a donné des petits cues sur l'album. Il a été très bien reçu par le public. Il est tombé 22e dans les charts UK, puis 103e au US Billboard. Ok, pas mal. Merci Silvio, parce qu'effectivement, j'ai oublié de faire mon devoir pour regarder les chiffres de l'album. Je pouvais pas prévoir que j'allais te parler de ça non plus. Là. Écoute, normalement, je regarde ça, puis ici, j'ai pas regardé, tu vois. Faut tout prévoir. Bon, merci beaucoup, Philippe. C'était super le fun de réenregistrer avec toi après quasiment 3 semaines. Là. Ouais. Mais donc, quand tu veux, pour la suivante, qui va être une histoire très, très différente et une chanson avec une tonalité extrêmement joyeuse pour raconter une histoire extrêmement dramatique.
All right, ben, j'ai hâte de découvrir ça, le prochain sujet. Ben, merci beaucoup, Philippe. Puis merci à tout le monde qui ont été là. Si on peut suivre le scénario du pire, tu as annoncé la fin sur les réseaux sociaux. Il reste 3 épisodes, je crois, à sortir. Il reste 2 épisodes à sortir. 2 épisodes. Voilà. Il y en a un qui sort lundi, qui est un épisode que moi j'aime beaucoup, qui est une histoire qui est complètement folle. Enfin, vraiment une histoire. Enfin, en tout cas, c'est une histoire, tu la mets dans un film, les gens n'y croiraient pas. Or, c'est une histoire qui est vraiment qui est vraie de bout en bout. On va parler un petit peu du mouvement aussi religieux charismatique américain. C'était un peu la signature de cette saison. OK. Et puis, le dernier épisode, le fameux dernier épisode où on va changer de format. Semi-documentaire. Voilà, exactement, où j'ai vraiment, j'ai pas mal progressé. J'ai rencontré des gens. On a fait pour la première fois une interview de quelqu'un qui est extérieur, qui est un avocat très célèbre et qui est notamment peut-être que même en Amérique du Nord, cette affaire est connue, c'était un des avocats de l'affaire Dutroux, OK. qui est une affaire qui avait vraiment traumatisé non seulement la Belgique, mais je veux dire l'Europe entière, qui était une affaire absolument atroce. Et voilà, et donc ça a permis de parler avec un avocat assez brillant de la monstruosité, qui est un sujet qui m'intéresse. Mm-hmm. Ah, ben, Ouais. j'ai hâte de découvrir cet Ah, épisode. mais moi, j'ai tellement hâte de sortir, mais ça, c'est du boulot. Fait que ça, on peut écouter ça un peu partout, Spotify, Ouais, puis tout. Puis pour du bruit à mes oreilles, si vous voulez nous encourager, vous pouvez aller sur Twitch avec Amazon Prime, c'est gratuit. Sinon, Patreon. Puis vous pouvez nous suivre partout aussi. Mettez des 5 étoiles où ce que vous écoutez. Des étoiles et des commentaires sympathiques, ça fait vraiment plaisir. Et des commentaires sympathiques comme pas sympathiques qui font rire. Non. Fait que bonne semaine, Philippe. On se reparle bientôt. Puis bonne semaine à tous. Merci Alex, ciao.